Prochaine table ronde, nous allons accueillir Cécile Massin, qui va réapparaître, qui est journaliste de La Relève et la Peste, et ses invités, Gérard Brisset, de la Confédération paysanne, Frédéric Faure, vice-président de Biocop, Sébastien Levionnois, chercheur en sciences sociales, Sylvie Mayer, ex-députée européenne et spécialiste de l'ESS. Bonjour à toutes et tous. L'idée de cette table ronde-ci, ça va être d'élargir un petit peu, en tout cas d'ouvrir le débat avec une question un peu vertigineuse, mais qu'on va essayer d'adresser, qui est de se demander un petit peu comment on part de toutes ces expériences locales de SSA, avec toute leur diversité et leur complexité, pour une mise en œuvre potentiellement à l'échelle nationale de la SSA. Donc comment on passe de ce local au global et quelles questions et quels points de vigilance est-ce que ça pose. Du coup, pour discuter de cette thématique, donc je vais vous présenter les 4 personnes qui sont invitées à cette table ronde. Donc en démarrant au fond, donc on a Frédéric Faure qui est vice-président de Biocop. Et qui du coup à ce titre accompagne des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Ensuite on a donc Sylvie Mayer, ex-députée européenne, spécialiste en économie sociale et solidaire et membre des JNE. On a également donc Gérard Brisset, donc vous êtes paysan retraité, membre de la Confédération paysanne. Et enfin, Sébastien Levionnois, à ma droite, chercheur en sciences sociales au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ou CIRAD. Voilà, donc l'idée de cette table ronde, c'était, comme je le disais à l'instant, de se demander un petit peu comment est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle rêvé pour partir des expériences locales de SSA à une mise en œuvre à l'échelle nationale. Et pour adresser cette question qui est quand même assez complexe et vaste, on avait un peu envie de se demander déjà quelles pouvaient être les limites actuelles que rencontrent les expérimentations aux 4 coins de la France, et justement comment est-ce qu'on pouvait essayer de les dépasser pour aller vers une systématisation de la SSA. Alors, chacun, ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est que vous avez des positionnements quand même très différents les uns des autres, mais avec tous un rapport assez familier avec le sujet. Parmi les freins actuels, en préparant la table ronde, vous en avez fait remonter plusieurs. Sébastien Levionnois, je peux peut-être vous laisser démarrer. Vous avez suivi plusieurs expériences, notamment en Occitanie, et vous souleviez par exemple la question des cotisants et du nombre potentiellement insuffisant de cotisants dans certaines expérimentations. Je peux peut-être vous laisser démarrer là-dessus. Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Et oui, je précise, du coup, moi j'accompagne plusieurs expérimentations en Occitanie en recherche-action. Et j'ai notamment mené 2 enquêtes à Montpellier et à Toulouse sur voilà, les effets que ces expérimentations avaient sur les professionnels conventionnés dans la perspective de transformation des filières, des systèmes alimentaires. Et donc peut-être on peut commencer par ça. Ce que ça dit, c'est que déjà, d'un point de vue économique, c'est un peu la grosse question. Oui, ça a des effets parce que ça va être avec les cotisations, les caisses, des chiffres d'affaires potentiels. À Montpellier, voilà, de mémoire, c'est de l'ordre d'1 million d'euros sur 2-3 ans qui sont distribués sur une soixantaine de professionnels, autant des distributeurs que des producteurs, des productrices. Donc, il y a de l'argent, des bénéfices qui arrivent sur ces acteurs. Après, et dans les entretiens, il y en a plusieurs qui déclarent que par ces expérimentations, ils ont des chiffres d'affaires supplémentaires
non négligeable. C'est pas non plus hyper énorme, même pour des structures comme Biocop qui sont des fois un peu décriées parce que mais ça va être de l'ordre voilà, d'1%, 2% max de leur chiffre d'affaires total, donc c'est pas non plus sur des gros chiffres. Donc ça pose aussi la question des inégalités de distribution des monas, enfin, ou en tout cas de l'argent issu des caisses entre les différents acteurs de l'offre. Mais voilà, là on est en pleine tension dans ces projets-là entre le besoin d'accessibilité du point de vue des mangeurs, des mangeuses, et la perspective de soutien aux acteurs de l'offre alimentaire inscrits dans des logiques de durabilité de l'autre. Il y a d'autres effets, bénéfices sociaux que les acteurs attendent, les acteurs de l'offre, et qui perçoivent. Certains vont déclarer plus de mixité sociale, des personnes qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, des nouveaux liens, des possibilités de mise en réseau entre des acteurs sur le territoire qui ne se connaissent pas forcément. Donc voilà, tout un tas de choses de cet ordre-là. À noter aussi voilà, qu'il y a, par rapport à d'autres initiatives comme les AMAP, on a ce qu'on appelle des coûts de transaction, c'est-à-dire pas forcément chiffrés, mais de se mettre en lien avec ces expérimentations qui sont très faibles pour les acteurs de l'offre. Et ça, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent, c'est-à-dire voilà, juste à mettre en place l'outil de paiement, qu'il soit dématérialisé ou non, un peu expliquer la logique du conventionnement, mais c'est à peu près tout. On leur demande très peu, et ça, c'est quelque chose qui est très bien reconnu. Donc une force de ces projets, même si l'autre versant, c'est que il va y avoir des inégalités de participation active dans la construction politique des projets selon les acteurs. Donc voilà un peu pour, après 2-3 ans d'expérimentation, le genre de bénéfices qu'on peut relever du point de vue des acteurs. Je terminerai mon intervention sur une chose, c'est moi, avec le recul que j'ai, je pense qu'il faut avoir à l'esprit peut-être un biais, c'est que ça peut être, je pense qu'il faut être prudent et humble et pas trop attendre dans les premières années, d'attendre de ces expérimentations qu'elles aient des faits très significatifs sur les filières et la transformation des systèmes alimentaires territoriaux. Nous, c'était notre question d'entrée au début au conseil scientifique de la Caisse de Montpellier. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour que ces expérimentations se lancent, il faut qu'il y ait, du point de vue des mangeurs, une offre suffisante, suffisamment maillée. Donc en termes d'offres et de demande, voilà, qu'il y ait une offre assez importante par rapport au nombre de mangeurs. Sinon, c'est trop contraint pour eux pour dépenser l'argent des caisses, et le risque, c'est qu'ils ne cotisent pas, et du coup que ces expérimentations marche pas, parce que quand on regarde par exemple une expérimentation comme celle de Montpellier ou de Toulouse, on a de l'ordre de 300-400 foyers avec 70 professionnels environ, bon, autant des distributeurs. Enfin, la capacité d'approvisionnement, à nourrir de tous ces professionnels-là, c'est bien au-delà de 300 ou 400 foyers cotisants. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, mais il y a cette question du rapport assez bébête entre offre et demande qui est assez déterminant en fait dans la mise en marche de ces expérimentations, et qui fait qu'au début ça profite pas comme on pourrait l'espérer aux acteurs de l'offre. Sur cette question du maillage, c'est intéressant, ça fait partie effectivement des limites actuelles, un petit peu, que vous étiez plusieurs à soulever. Je vous voyais hocher de la tête, Frédéric Faure. Je ne sais pas si... C'est un tic, hein, c'est pas que j'étais d'accord. Si, non, mais je trouvais hyper intéressant l'intervention. Je ne sais pas s'il y a des choses aussi au niveau des limites comme ça que vous vouliez un petit peu, sur lesquelles vous vouliez revenir justement, notamment depuis le point de vue de Biocop. Bien sûr, dans le sens où ce qui me faisait hocher la tête, alors déjà bonjour tout le monde, merci de m'accueillir à cette table ronde, c'est très intéressant. Biocop s'est inséré et s'est associé en fait au phénomène et aux expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, parce que il y a besoin d'opérateurs effectivement de l'offre pour offrir des débouchés aux caisses. Et pour moi c'était important de préciser que justement les acteurs économiques de la distribution doivent expérimenter
importante, et si des acteurs comme Biocop ne se positionnent pas pour accompagner, et c'est là où j'avais besoin vraiment d'apporter cette précision, c'est que c'est un accompagnement, parce que s'il y a un principe qui est important, en tout cas qu'à titre personnel, et je pense collectivement chez Biocop, on apprécie dans les expérimentations de SSA, c'est que ça part du terrain. Des bénéficiaires, des gens qui vont adhérer, et c'est eux qui sont décideurs. Les magasins Biocop ou les autres réseaux qui sont partenaires, il y en a d'autres qui permettent une offre, sont des accompagnateurs, c'est-à-dire on accompagne sur comment on peut mettre en place techniquement, on répond en fait à quelque chose, mais on n'oriente pas, nous n'influençons pas sur ce truc magique des SSA qui est l'appropriation par des personnes qui ont besoin de ce service-là, de s'approprier, de dire exactement ce dont eux, ils ont besoin. Ça, vous étiez plusieurs à le soulever dans nos échanges de préparation, le fait que c'était à la fois une des forces principales du dispositif, c'est que ça part des gens et des principaux concernés, et qu'en même temps, c'était potentiellement une des limites si on voulait l'élargir à l'échelle nationale. C'est de se dire, est-ce qu'on perd un petit peu l'aspect démocratique de ce dispositif si à un moment donné, on dézoome de façon radicale, et est-ce qu'on perd pas, est-ce qu'on n'aurait pas un point de vue un peu surplombant finalement si on cherchait à le nationaliser. Je ne sais pas si un de vous veut revenir peut-être un peu sur cette question démocratique, soit vous, madame, soit... Moi, j'avais prévu de regarder essentiellement la partie basse, initiale avec les paysans, avec l'agriculture, et de regarder ce qui se passe au niveau de la grande distribution. Parce qu'on ne peut pas imaginer d'arriver à quelque chose si le volume que représente la grande distribution pour les apports aux mangeurs, comme on dit, n'est pas examiné. C'est pas possible. On ne va pas y arriver avec uniquement, d'ailleurs c'est ce que vous dites aussi, avec les Biocop. Ça ne suffit pas. C'est vous qui l'avez dit aussi. Donc j'ai regardé ce qui se passe aujourd'hui, parce que la grande distribution, elle est atteinte. On voit bien, il y a alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une concentration des acteurs de la grande distribution avec des groupes dominants. Mais par exemple, vous avez Auchan qui est obligé de lâcher un certain nombre de ses magasins. Certains vont passer chez Intermarché. On voit bien, il y a des mouvements importants. Ceux qui s'en sortent le mieux actuellement, c'est Aldi et Lidl, c'est-à-dire les gros du discount, et qui ont maintenant des qualités équivalentes à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, qui ont trouvé les moyens de faire des prix bas avec des produits de qualité, on peut dire, pour la plupart. Donc on a ce problème de la concentration, et moi, je pense qu'il faut envisager ce que sont les filières de la grande distribution et ce qu'elles ne peuvent pas être pour l'instant, qui est donc une limite par rapport à l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est en même temps un moyen de pousser la grande distribution à se modifier en profondeur si elle ne veut pas continuer à perdre du terrain face à toutes les nouvelles possibilités de se fournir en produits alimentaires. Et puis, ça doit être aussi un moyen de transformer la condition de paysan pour une vie meilleure, parce qu'aujourd'hui, le paysan, c'est l'esclave. C'est l'esclave des mangeurs. Donc, il faut des rémunérations dignes du travail, il faut des temps de repos, il faut donc des systèmes qui permettent que les paysans deviennent des travailleurs comme les autres, finalement, tout en ayant une responsabilité immense vis-à-vis de l'alimentation. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est, du côté de la grande distribution, on voit les limites, mais on voit aussi que si les conventionnements leur imposent un certain nombre de critères, il faudra qu'ils changent. Et simplement sur les paysans, il faut aussi que ça change. Il y a aujourd'hui, la nourriture est une marchandise comme les autres, mais il y a quand même une base paysanne qui existe encore et même qui se renouvelle. Par exemple, on voit que
les grosses filières ont diminué en production, mais le maraîchage, lui, a augmenté. C'est-à-dire ce que justement les gens recherchent en qualité et en fruits et légumes frais, ça a augmenté un petit peu. Hein. Et là, c'est des limites inverses. Je veux dire, ça permet à la sécurité sociale de l'alimentation d'avoir une base paysanne importante. Mais il faut imaginer qu'on puisse, par exemple, aller vers des coopératives dans lesquelles les paysans peuvent avoir des repos, tourner, etc., etc. Donc moi, je vois ces deux limites-là, c'est la grande distribution telle qu'elle est et telle qu'il faudrait qu'elle devienne, et la production agricole telle qu'elle est avec, alors il y a toutes les grandes surfaces, etc., etc., et puis la paysannerie qui existe encore, ce qu'on appelait les exploitants familiaux aussi, avec les GAEC, les AMAP, quelques vraies coopératives comme les fruitières fromagères ou certaines coopératives de vinicoles. Et là, on a aussi cette limite qu'il faut dépasser pour aller vers une amélioration et une alternative en matière d'agriculture. Peut-être que Monsieur Brisset, on peut vous laisser réagir là-dessus, comme vous êtes le représentant en chef des paysans autour de la table. Je ne suis pas représentant en chef, je suis remplaçant. Voilà. Oui, alors je vais me présenter d'abord vite fait. Je suis paysan en retraite depuis 10 ans. J'élevais des vaches laitières et je transformais. Ces dernières années, je transformais. Et depuis 10 ans, j'habite tout près d'un quartier politique de la ville. Et depuis 10 ans, je me pose la question, comment ça se fait que les gens de ce quartier ne mangeront jamais mes produits, enfin, produits type de ceux que je sortais de ma ferme. Et j'ai cherché un peu dans tous les sens, et puis ça a abouti sur deux solutions, une solution pratique. J'ai intégré VRAC, et une solution plus politique, j'ai intégré le collectif SSA de Rennes. Mais je vais y revenir après. Je voulais d'abord réagir à ce que vous avez dit. Alors, en fait, réformer la grande distribution, moi j'aurais tendance à penser que la grande distribution n'est pas la solution, c'est parce que c'est le problème, en fait. Voilà. Voilà. L'évolution actuelle de l'agriculture, on peut la situer, enfin bon, elle vient de très loin, mais il y a eu une étape importante en 60-62, et avec les lois Pisani, et c'est à partir de 60-70, on va dire que de plus en plus, les grandes surfaces prennent de l'importance dans la distribution. Voilà. Et quand vous dites que les paysans sont esclaves des mangeurs, non, ils ne sont pas esclaves des mangeurs, ils sont esclaves des grandes surfaces, de l'appareil agro-industriel. Hein. Voilà, il y a je crois qu'il y a 4 grandes centrales d'achat à peu près en France. Voilà, ça c'est pour l'aval, et puis on peut dire, et puis ça c'est un peu leur sujet, mais il y a aussi du côté de l'amont, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est les intrants, ça se concentre aussi et de plus en plus. Par exemple, le matériel agricole, actuellement, il ne reste plus que 4 grandes marques de tracteurs, par exemple. Voilà, c'est une autre question. Voilà. Donc pour en revenir à ce que vous dites, et ce que je veux dire en plus, c'est que si la Confédération paysanne défend la SSA, mais plus large que la SSA, la question de l'accessibilité à l'alimentation et de la démocratie dans l'alimentation, c'est pour augmenter le nombre de paysans. C'est pas pour garder les paysans, c'est pour les augmenter. Parce que vous dites qu'il y a une petite augmentation sur le maraîchage, par exemple. Alors ça, je peux vous garantir que c'est une illusion d'optique. Hein. Parce que sur les 20 dernières... les statistiques, c'est que la production maraîchère et arboricole, enfin les fruits et légumes, hein, c'est dans la même catégorie en général, ça diminue de 50% sur les 20 dernières années en France, à cause de la concurrence espagnole. Voilà. Donc, alors sur le bio, c'est peut-être autre chose, mais voilà, la réalité, quoi. Voilà. Et plus globalement, parce que la question c'était les freins, voilà. Donc, alors là, je fais un peu contre-emploi parce que je suis le paysan de service, mais en fait, je vais parler côté consommateur. Et donc, quand je suis arrivé à Rennes, je me suis investi au bout de quelques années dans collectif SSA et puis dans VRAC.
Et puis aussi au niveau de la MJC, de ce quartier politique de la ville, qui est une MJC qui est extrêmement implantée, enracinée, je veux dire, dans ce QPV-là. Et actuellement, on est en train de monter des projets sur la question de l'alimentation avec cette MJC, et dans lequel je me retrouve très fortement. Et aussi avec VRAC. Avec VRAC, par exemple, donc j'ai intégré le conseil d'administration de VRAC. Et à un moment donné, l'année dernière, ça a changé un peu depuis, mais donc on a 3 tarifs solidaires, ceux qui ont les moyens de payer, prioritaire, moins 10%, et coup de pouce avec une aide du CEDAS si on est à moins de 450 € de quotient familial. Eh bien, à un moment donné, j'étais le seul solidaire dans le conseil d'administration. Voilà. Et quand je vais aux réunions du collectif SSA de ma chère ville de Rennes, eh ben c'est pas du tout le même public. Voilà, alors que c'est. Alors, voilà, oui, diplômé, quoi. Diplômé, donc voilà. Donc, le collectif SSA il formalise très bien la question alimentaire, agricole sur l'angle politique, mais avec les gens qui ne sont pas concernés. Et je préfère finalement être avec les gens qui sont concernés, même s'ils ont du mal à le formuler de façon politique. Parce que c'est là que ça va se passer. Parce que si la Confédération paysanne, à un moment donné, a fait partie des gens qui ont imaginé la revendication de la SSA et a décidé de bosser plus sur la question de l'accessibilité à l'alimentation, c'est parce que le projet qu'on défend, l'agriculture paysanne, elle est en train de subir une défaite. Plus qu'une défaite, c'est une vraie bérésina, en fait. Et quand on perd une bataille, c'est qu'on n'a pas le rapport de force. Ça, c'est la Palais qui disait ça, et je pense que tout le monde est d'accord. Et pour changer le rapport de force, il faut se mettre avec les gens qui en sont les principales victimes. Alors, il y a les gens qui respirent les pesticides autour des champs, etc. Il y a tout ça. Mais il y a d'abord les gens qui mangent, qui n'ont pas le choix que de manger une alimentation qui les rend malades. Voilà. Dans le QPV, là, il y a à peu près 80% de diabète de type 2. Voilà. Donc, voilà, c'est défendre la SSA, défendre l'accession à l'alimentation, c'est une lutte sociale qui élargit son rapport de force. Voilà. Ouais, je veux bien rebondir. Alors, je ne sais pas si je comprends exactement comme vous voulez l'exprimer, mais enfin, je vous rejoins, je pense, sur comment dire. D'un point de vue théorique, la SSA, c'est puissant parce qu'on a un mécanisme qui articule l'enjeu démocratique, l'enjeu de justice, d'accessibilité alimentaire, de lutte contre la précarité, et l'enjeu de transformation des systèmes alimentaires, de la cause paysanne, etc. Donc en théorie, il y a vraiment un truc puissant, quoi. Dans la pratique, en fait, tenir ensemble ces 3 conditions, c'est assez exigeant et ambitieux. Et en fait, ça sélectionne assez fortement, même s'il n'y a pas, c'est pas volontaire, mais les personnes qui vont se retrouver dans ces expérimentations. Même si, moi je vois à Montpellier, je pense qu'il y a beaucoup d'écueils qui ont été dépassés par rapport à d'autres expérimentations passées, notamment sur les enjeux, voilà, d'élargissement social, de mixité sociale. Ça, c'est indéniable, quoi. Et je pense que tant qu'on sera trop exigeant dès le départ, enfin voilà, ça c'est plus d'un point de vue personnel, c'est pas forcément le chercheur qui parle, mais de trop exigeant sur la dimension, sur la norme alimentaire qu'on cherche à construire, voilà, direct, être dans le durable, dans le bio, ben on ne peut pas, on s'empêche d'aller toucher plein de personnes qui pourraient être dans le même combat, dans le même rapport politique, mais voilà, qui viennent pas de ce monde-là. Et donc ouais, je pense voilà, une des, plus pour des expérimentations amenées à se monter ou celles qui sont en cours de route, mais voilà, peut-être une condition du changement d'échelle, c'est de réviser peut-être les exigences, être un peu plus humble et d'aller plus
de la condition démocratique, c'est-à-dire embarquer un maximum de gens, même si a priori on n'est pas d'accord, on n'est pas sur les mêmes... ok, on va pas tout de suite parler de bio, on va pas tout de suite parler même de conditions paysannes, mais commencer par là, avec ce que les gens, avec ce qu'ont d'écologique ou pas déjà leur pratique, même s'ils ne mettent pas ces étiquettes dessus, et réussir à refaire monde, quoi. Ouais. Bah, c'est super intéressant. Peut-être que ça pose aussi, on en revient aussi à la question de ce qui est acceptable ou pas dans une expérimentation de SSA, quid de la question des grandes surfaces que vous souleviez à l'instant. Vous soulignez également tout à l'heure que Biocop parfois pouvait susciter des controverses parfois. Peut-être que je peux vous laisser revenir là-dessus aussi. Ce qui me semble hyper intéressant et hyper important, c'est de garder l'ambition et de savoir procéder marche après marche. Alors, petit point de vue d'un petit distributeur, hein, Biocop c'est 0,8% de la distribution alimentaire, donc c'est rien. En revanche, ce qu'on met en œuvre, on le met en œuvre de manière assez forte, assez exemplaire. À titre d'exemple, c'est 0,8% de distribution alimentaire, c'est 17% du commerce équitable. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, ça veut dire que par contre, un peu comme la SSA, on expérimente, mais surtout, ce qui est hyper important, c'est que la SSA, s'il n'y a pas d'expérimentation, s'il n'y a pas la volonté de démontrer comment et que ça marche, alors forcément, ça sera quelque chose qui sera abandonné. C'est ça qui est intéressant. Nous clairement, une coopérative comme Biocop s'insère et accompagne la SSA à titre d'expérimentation sur la réponse à cette grande question, qui est que, comme vous caressez un petit peu le truc, on a envie de changer le monde. On s'adresse quand même, il ne faut pas se mentir, majoritairement à une forme d'élite, entre guillemets, même si ce n'est pas uniquement ça, et ce n'est pas que ça, mais néanmoins, notre but Biocop, c'est de changer, d'offrir une alternative et de montrer qu'elle marche à l'alimentation telle qu'elle est aujourd'hui. Une alimentation bio et paysanne. C'est les deux fondamentaux, c'est dans notre charte, c'est ce que nous voulons développer. Si on veut développer ça, alors il faut bien montrer que ça marche. Il faut montrer une forme d'exemplarité et montrer que cette exemplarité, elle marche. La SSA, c'est pareil, on parlait de limite, c'est un peu le thème de notre discussion. La limite, c'est est-ce que ça peut marcher? Pour montrer que ça marche, il faut expérimenter. Pour expérimenter, il faut accompagner, il faut donner de l'écho et démontrer que telle solution marche bien, telle solution marche un peu moins bien. On parle effectivement, pourquoi pas baisser les ambitions, etc. Après, je pense qu'il faut garder ce cap d'ambition. L'agriculture biologique n'a pas pour vocation de nourrir une élite, elle a pour vocation de remplacer l'agriculture conventionnelle, que ce soit bien clair. Oui. Juste avant que vous preniez la parole, si vous voulez dire un mot sur le fonds de dotation de Biocop et comment il est utilisé pour accompagner... Le fonds de dotation de Biocop, c'est un outil de mécénat. Cet outil de mécénat, en général, chez Biocop, on fait pas les choses de manière, on les fait pas de manière conventionnelle. C'est un peu marqué dans le titre. Le fonds de dotation de Biocop, on agit sur 3 piliers, dont un principal qui est justement l'histoire de l'accessibilité. Une accessibilité qui est à la fois culturelle, territoriale. Donc, on s'associe. Il y a des financements, mais il n'y a pas que des financements, c'est aussi une caisse de résonance. Il faut connaître et savoir que le réseau Biocop, c'est une histoire de territoire, c'est quelque chose qui est parti comme la SSA, hein, c'est parti dans des garages à Annecy, à Brest, etc., partout en France, des gens qui se sont rendus compte qu'ils voulaient accéder à une alimentation de qualité avec un cahier des charges exigeant et des choses qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne voulaient plus manger. Ces gens-là, ils se sont fédérés autour d'un projet qui s'appelle Biocop, 40 ans cette année, et qui propose une alternative à l'alimentation. Le fonds de dotation met en œuvre et un outil de mécénat qui veut abonder, travailler, augmenter en fait cette vision de territoire avec ce qu'on est en train d'effleurer là, comme pour la SSA, à un moment donné, réunir ces expérimentations, réunir ce qu'on fait sur les territoires en termes d'impact et d'accompagnement des initiatives, associations, etc., parfois bien au-delà du champ de l'agriculture biologique et de l'alimentation, pour y donner un écho national et donc se rapprocher parfois de l'ADI, parfois d'Emmaüs et des initiatives nationalisées comme on le fait aujourd'hui de SSA pour y donner le plus d'écho possible. Parce que la réussite des SSA, ça sera quand ça deviendra la règle, quand ça deviendra la norme, quand ce sera un vrai dispositif national, peut-être divers, peut-être varié, mais en tout cas un dispositif dont le politique pourra se saisir et dire « Ok, j'ai cet outil, je le mets en œuvre ». Oui,
Alors d'abord, bien entendu, ce que dit Biocop, et puis heureusement, il n'y a pas que Biocop dans les alternatives. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, les AMAP représentent quelque chose d'important, mais aussi les épiceries solidaires, etc. etc. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'avancer dans l'espace que voudrait la sécurité sociale de l'alimentation. Ensuite, il n'est pas question pour moi de réduire le monde paysan, bien au contraire. Mais pour pouvoir avoir plus de paysans, il faut que des gens aient envie d'en être, et pour qu'ils puissent avoir envie d'en être, il faut que leur situation change. C'est pour ça que je parlais d'esclavage. Alors évidemment, ce n'est pas directement les gens qui esclavagisent le monde paysan, c'est à travers les Leclerc et compagnie, bien entendu, mais c'est nous qui y allons au Leclerc. Et on est bien coincé, souvent, on est bien obligé. Moi, j'habite à un village où, à part le super U, il y a un petit U, et puis après, c'est la ville de Romorantin avec Carrefour, machin, bidule, et rien d'autre. Si, il y a un biomonde, on a un biomonde. Voilà. Donc, les gens sont obligés. Donc, c'est eux, au bout du compte, les paysans sont les esclaves de cela à travers la grande distribution. Mais effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation peut permettre un grand développement d'une agriculture plus paysanne, par-delà les grandes cultures, justement parce que dans les conventionnements, on leur donnera toute leur place. Et puis enfin, sur le problème des normes, je suis totalement d'accord. On a la même chose dans le commerce équitable. Dans le commerce équitable, on ne demande pas aux gens d'être immédiatement, complètement clean. On leur demande des critères de progrès. Et c'est pareil sur l'environnement, on leur demande des critères de progrès, et non pas directement. Et je suppose que dans les conventionnements, je ne sais pas si les conventionnements qui sont actuellement en cours, puisque moi je ne suis pas dans les expérimentations, donc je peux pas, je vois ça un petit peu en dehors malheureusement, mais en étant militante de la volonté qu'il y ait une SSA par rapport à ce que était la sécurité sociale, ce qu'elle était, parce qu'elle n'est plus ça. Voilà. Et donc, moi, il me semble qu'il y a, à travers ces normes et ces conventions, la possibilité de faire progresser et un commerce différent et une paysannerie différente. Quand même un truc hyper important, hein. C'est dans ce que vous dites, c'est très très intéressant, c'est important, mais un élément qui est factuel, si vous donnez les moyens aux gens de consommer bio, éthique, des belles chaussures, des bonnes voitures, une mobilité, ils y arrivent en fait, hein, pas de souci, hein, ils ont tous envie de consommer correctement en fait. Hein. C'est la vraie barrière, elle est économique et de ce que la société elle encourage. Juste rajouter une petite chose, j'ai tout à l'heure parlé dans la salle du sol violette. Le sol violette a permis à des gens pauvres, parce qu'il y avait une subvention qui était donnée en sol violette par la mairie, ils sont allés chez Biocop. Ils n'ont eu aucun problème pour aller chez Biocop. Il n'y a pas de barrière idéologique ou de se dire c'est peut-être même moins que la culture et le théâtre. On veut bien manger et donc on va aller chez Biocop si on en a les moyens. C'est évident que là on ne discute pas des augmentations de salaire, on est dans la bourse du travail, mais on pourrait en parler. C'est évident que tant qu'il n'y aura pas les moyens de vie pour les gens, ça ne peut pas avancer non plus. C'est aussi une des limites dont on peut parler. Oui, pour te répondre un peu. Mais en fait, c'est évident que si une grande généralisation de la SSA, on ne pourrait pas être 100% bio tout de suite. C'est clair, c'est pas parce que la bio ne peut pas nourrir la France, c'est pas ça du tout la question, c'est que pour produire son pesticide, il faut des bras. Voilà. Ou alors des machines et puis la 5G, etc. et l'intelligence artificielle partout, avec d'autres problèmes, voilà, une société qu'on n'a pas forcément envie de voir survenir, quoi. Voilà, donc non, en fait, on est bien d'accord, hein, une SSA généralisée, ce ne sera pas dans le premier temps. En plus, pour être complètement clair par rapport à la bio, la bio, moi en tant que paysan, j'étais paysan bio, c'est comment dire, c'est un outil pour répondre
pour répondre à l'état du marché tel qu'il est façonné aujourd'hui par l'appareil agro-industriel. C'est-à-dire c'est une marque en fait qui dit ben voilà, ce produit-là, il n'a pas de pesticides. Mais si je fais ça, c'est parce qu'il y a des produits à côté qui sont pleins de pesticides. Voilà. Voilà. L'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de label bio, en fait. Faut être bien conscient de ça. Je voulais rebondir, peut-être déplacer un peu le débat. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord. En théorie, une SSA demain institutionnalisée, voilà, c'est 120 milliards de dépenses alimentaires. Les dépenses alimentaires en France par an, c'est l'ordre de grandeur, c'est 200 milliards, donc ça donne une idée, voilà, du poids économique du 244. système alimentaire. Donc c'est sûr que ça vient, et si on a des critères de conventionnement un tant soit peu exigeants, c'est sûr que ça va venir percuter le système alimentaire, l'économie alimentaire significativement. Et là-dessus, on a l'histoire de la sécurité sociale de la santé, où dès les 20 premières années, il y a eu une forte restructuration du système de soins grâce à la cotisation, etc. Donc voilà, sauf que le système de soins n'est pas comparable terme à terme au système alimentaire, donc ça c'est un autre débat. Donc ça c'est l'objectif. Aujourd'hui on a plusieurs dizaines d'expérimentations qui doivent représenter, aller au doigt mouillé à tout péter 2000, 3000 foyers. Et donc voilà, la question c'est comment on parcourt ce hiatus, sachant qu'aujourd'hui voilà, on rencontre un certain nombre de limites, même si, voilà, sur le papier, je pense que ça, il faut le dire, globalement, ces expérimentations, elles tiennent leurs promesses, c'est-à-dire que elles redonnent, sur la question démocratique, elles redonnent du pouvoir d'agir aux gens, sur les questions alimentaires, sur la question de l'accessibilité, c'est beaucoup plus intéressant, si je puis dire, par rapport au dispositif d'aide alimentaire. Et en puissance, voilà, ça résout cette contradiction entre accessibilité alimentaire du point de vue des mangeurs et soutien aux acteurs de l'offre. Voilà, ils sont pas cette tension est beaucoup moins forte. Et où est-ce que je voulais aller avec ça? Oui, et du coup, voilà, en théorie, ça marche aussi du point de vue des expérimentations, mais on voit bien que voilà, il suffit pas de montrer par A plus B que ça marche et le changement d'échelle se fait. Et dans la vie de ces expérimentations, on commence à rencontrer peut-être pas des plafonds de verre, mais des limites sur la part de subventions dans le financement des caisses, où les collectivités ne vont pas pouvoir suivre sur 10%, 20%, 30% de leur population de leur territoire. On parlait de la limite aussi on a réussi à expérimenter un peu avec les aficionados du théorique, du projet, voilà, 300, 400, 500 foyers, mais élargir à tout un territoire, voilà, il y a ces limites d'aller percoler d'autres sphères sociales avec l'exigence du projet. Donc les termes du débat, pour moi, voilà, ils sont plus là, quoi. Mais après, je suis peut-être biaisé sur passer beaucoup de temps sur les expérimentations. Mais... En fait, ça commence déjà. Je prends Vrac-Rennes, par exemple, on a 700 familles, et un des gros postes, c'est parce que comme c'est des distributions par mois dans chaque quartier, c'est tout ce qui conserve, donc beaucoup les céréales, les farines, etc. Et tout ça, c'est déjà, c'est pas du bio, c'est avec un cahier des charges pour des fermes qui s'engagent à protéger la ressource en eau, donc ça veut dire beaucoup moins de pesticides que la moyenne, quoi. Et voilà, et c'est ça qui nous approvisionne en céréales. Voilà. Après, il y a une question en filigrane, j'ai l'impression, dans ce que vous dites les uns et les autres, c'est aussi la question de la temporalité, parce que finalement, on est sur des expérimentations qui sont très jeunes et très novatrices, et il y a peut-être justement le temps de s'adapter à cette question, quel public on touche, quelle limite on pose ou pas, est-ce que le non-bio, c'est un critère de non-recevoir ou pas, mais est-ce que pour vous, une des façons de dépasser ces limites et peut-être d'avancer vers un dézoom à l'échelle nationale, ce serait aussi enfin c'est bête, mais en fait de juste se donner le temps de continuer à voir comment ça avance. Et est-ce que ce temps, au regard à la fois de la situation des paysans en France et de la malconsommation, est-ce que ce temps, on en a tellement? Est-ce qu'on peut se laisser ce bénéfice du temps?
enfin, la plus grosse limite, moi je dirais que la plus grosse limite actuelle, c'est où va le capitalisme? On est bien obligé de poser cette question-là, parce qu'actuellement, le capitalisme ne va pas bien. Pour aller mieux, il produit des armes, ça, on ne va pas aller très loin avec ça. Et le Mercosur, c'est une limite infernale. Et c'est bien que les gens se battent contre le Mercosur. Donc il y a vraiment, on est obligé de parler de ces limites-là. Et après, évidemment que si on a de plus en plus d'expérimentation, moi quand je m'occupais de commerce équitable, je disais commerce équitable, pièce du puzzle anticapitaliste. Je dirais sécurité sociale de l'alimentation, des pièces de puzzle un peu partout sur le territoire pour arriver à ce que, allez, prennent la mayonnaise. Est-ce qu'on a un autre choix que de prendre le temps long? Et est-ce que nos politiques aujourd'hui ne sont pas que dans ce temps court? Et on voit le résultat de l'accumulation du temps court. C'est le phénomène technocratique, c'est la façon dont je vais décliner très vite des choses, mais en fait inadaptées aux populations que c'est censé servir, ou en train de servir des buts qui ne sont pas ceux du commun, du collectif. Moi, je ne vois pas d'autre façon de faire aujourd'hui pour réactiver la démocratie que de prendre le temps long de la démocratie et de la réappropriation. Ouais, c'est une grosse question. Je pense avec la question de cette temporalité. Effectivement, on est sur des expérimentations toutes jeunes. Un mouvement, si on peut appeler ça un mouvement, voilà, qui est en cours de structuration. Donc, je pense qu'il y a plein de choses encore à écrire. Après, il ne faut pas que ça soit non plus démobilisant de dire ah on est au tout début, c'est normal, on prend notre temps. Mais avec cette question de la temporalité, pour moi c'est la question aussi des débouchés politiques. Je suis pas le seul à voir, c'est des discussions qu'on a au niveau de la Caisse de Montpellier. Hein, c'est-à-dire il y a peut-être envisager aussi plusieurs débouchés selon différentes temporalités. Il y a ce débouché idéal de départ d'une SSA institutionnalisée à l'échelle nationale qui concernerait tout le monde. Ça, faut pas le perdre de vue, avec deux énormes conditions ou deux énormes itinéraires possibles, soit voilà la construction d'un rapport de force en notre faveur. Après, c'est une question vieille depuis Marx, ou un peu lié. Voilà, on espère un contexte politique favorable. Je ne sais pas, LFI qui passe, mais quelle forme de SSA ce serait? Mais voilà, peut-être il y a cet horizon et peut-être il y a aussi des échelles intermédiaires, quoi. Dans ces expérimentations-là, il y a des choses concrètes et fortes qui se vivent et qui se font, qui sont déjà des acquis. Enfin, je parlais de 2-3 000 foyers. Voilà, c'est des vies concrètes qui ont été changées grâce à ces dispositifs-là. Il y a des choses fortes et qu'on doit continuer. Enfin, il y a un combat déjà qui vaut le coup, selon moi, à ce niveau-là, et qui doit être continué, quoi. Donc, continuer à trouver des solutions pour maintenir, étendre nos expérimentations, les multiplier, les diversifier dans les pratiques qu'elles inventent, qu'elles explorent, quoi. Et en lien avec cette question du capitalisme, bien sûr, pour moi, c'est assez indéniable que la SSA, comme le régime général, est quelque chose de fondamentalement anticapitaliste. Et c'est bien parce que le capitaliste n'a jamais été aussi fort que ces expérimentations et ce projet émergent, quoi. Je peux peut-être vous laisser le mot de la fin, Gérard, comme ça, après, comme on est à 45 minutes, on peut peut-être aussi ouvrir la discussion. Oui, il y a une question qui a flotté un peu dans l'après-midi, là, c'est qu'est-ce qu'il y a avant le droit? Ah ben, il y a sa conquête, je vais dire tout simplement. Et conquérir un droit, c'est se libérer d'une chaîne. Et pour se libérer de la chaîne, il faut en être conscient. Alors d'abord, déjà ça, c'est déjà être conscient que... et là, on est vraiment sur une question de classe sociale. Sauf que il y a quelque chose de très nouveau, c'est que jusqu'à présent, la question de la classe sociale est passée à travers le travail, les conditions de travail, l'exploitation du travail, etc. Et là, on aborde sur quelque chose de complètement différent, c'est la consommation, et la consommation essentielle, ce qu'on mange tous les jours. Et l'intime. Voilà, intime, ouais, même. Voilà. Donc voilà, on en est là, c'est une lutte sociale et comme toutes les luttes sociales, ça monte d'abord sourdement, personne, voilà, et puis un jour, il y a un rapport de force.
qui se crée à une occasion, mais c'est souvent après des choses dramatiques souvent, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, on peut peut-être passer un micro s'il y a des questions. Bonjour, je suis désolé, j'étais pas exactement là au début, donc j'espère que je vais pas poser une question complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des expérimentations sur la question de la transformation des filières, ou enfin que ce soit des expérimentations des caisses alimentaires de SSA ou que ce soit de filières alternatives de distribution. Mais d'accord. Moi, j'ai quand même l'impression que une des idées transformatrices de la SSA, c'est que on va gérer 50% de l'alimentation et qu'en fait d'atteindre une masse critique, c'est ça qui va permettre les investissements, qui va permettre les réorganisations et que un des constats qu'on avait fait au départ, ce qui a été dit. D'accord, si vous voulez, je peux me lever. Rebonjour. Du coup, j'essaye de reprendre le fil de ma pensée, excusez-moi. Oui, donc les réorganisations, oui, bien sûr. Ouais, donc non, voilà, l'idée c'est que quand on a pensé la SSA au démarrage, on faisait quand même un constat d'échec qui était le constat d'échec de la bio, le constat d'échec des AMAP, tout ce pourquoi on a milité, en disant en fait la stratégie de la tâche d'huile. Je reprends les formulations de Jean-Claude, big up Jean-Claude. La tâche d'huile, ça marche pas. On n'est pas dans des processus d'innovation linéaire. On est dans des choses beaucoup plus compliquées que ça, avec des rapports de force, avec des freins, et qu'en fait, il faut à chaque fois réinnover quelque chose qui monte en gamme, qui monte en échelle, qui monte en généralité à chaque fois. Et donc, on a fait les AMAP, le commerce équitable, etc. Maintenant, on pense la SSA. Alors, on n'y est pas arrivé. Donc, on est redescendu à un niveau concret qui sont les caisses alimentaires aujourd'hui, d'autres initiatives de cantines de lutte, de démocratie alimentaire. Et donc, en fait, la question, c'est, il me semble que c'est si on veut transformer les filières, c'est quoi le pas suivant de remonter en généralité à partir de ce que sont en train de nous apprendre les caisses alimentaires. Donc comment on fait ce pas suivant? Je réponds. Oui, je vais répondre, mais c'est pas forcément être consensuel, mais c'est pas grave. Je vais le dire quand même. Vu de ma place, vue de Rennes, ville de gauche, bien pensante et tout, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des élus municipaux qui feront tout pour l'alimentation tant que ça ne dérange pas les champs d'agriculture, c'est-à-dire la FNSEA. Et ça passe par l'agriculture urbaine, mais ça peut passer aussi par des caisses SSA. Parce qu'en fait, ce qui générait beaucoup la FNSEA, et d'ailleurs, le président de la Chambre d'agriculture de mon département, il l'a exprimé clairement l'année dernière, ce serait qu'elles achètent du foncier. Et elles ont largement les moyens. Enfin, je vois sur Rennes Métropole a largement les moyens d'être un acteur majeur sur le marché du foncier. Et pour l'instant, il ne le fait pas. Il préfère faire des petites choses ici ou là avec beaucoup de communication. Voilà, y compris quelque chose qui ressemble à la SSA mais qui n'est pas la SSA. Enfin, voilà. Merci pour ta question. Moi, c'est une question dure. C'est la question dure, je pense, que tu poses et autour de laquelle on cherche des solutions quoi, depuis les années 70, quoi, d'une espèce de cumulativité de l'histoire des alternatives alimentaires, mais de toute alternative en fait. Moi, je pense qu'il faudrait explorer du côté de, bon, ça va être très abstrait, quoi, mais vers la construction d'un rapport de force, mais donc du coup trouver un dénominateur commun, retrouver un dénominateur commun dans une société hyper fragmentée autour d'un projet, quoi. C'est bon, c'est hyper abstrait, mais l'alimentation a ce potentiel, puisqu'on est toutes et tous concernés. Mais en fait, c'est peut-être trouver les moyens de faire,
je sais pas comment dire, public ou masse, voilà, en s'ouvrant, quoi. Et après, à partir de là, reconstruire un projet. Donc ça, très concrètement, ça impliquerait d'être capable de, je sais pas, je parle comme je pense, quoi, mais de refaire du lien avec des populations de chasseurs, des gens qui subissent le capitalisme, qui votent plutôt extrême droite, des ruraux très marginalisés à qui on n'arrive pas à s'adresser. Et puis, et donc ça nécessiterait un. Enfin bon, je suis assez influencé par les podcasts qui sont sortis sur France Culture, notamment Adrien Maillet, de réussir à se décentrer de nos classes, de nos intérêts. Et c'est ça la démocratie, quoi, de faire compromis, des compromis. Et donc, et dans cette visée, dans cette première étape, d'abord reconstruire un socle, de savoir aussi faire des compromis. Ouais. Bon, c'est un peu abstrait, et puis ça peut paraître du coup très moins révolutionnaire, mais sinon être direct sur des trucs très très révolutionnaires, ou très radical, on reste confiné à l'alternative. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu, quoi. Moi, si je peux ajouter quelque chose de plus concret, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais par exemple, là, on va avoir les municipales. Il faut pousser les municipalités, effectivement, à prendre du foncier, et à faire, par exemple, j'ai visité en Alsace avec les JNE, qui ont fait des voyages de presse qui sont intéressants. On a visité 2 villes en transition, dans lesquelles il y a des fermes municipales, et qui nourrissent toute la population de Mulhouse. C'est pas rien. Et avec des critères bio, etc., tout à fait intéressants. Ils ont acheté des terres et puis ils ont installé des maraîchers municipaux, salariés de la municipalité, et qui font du bon boulot. Voilà. Et si on fait ça dans beaucoup d'endroits, voilà encore une façon de faire le puzzle. Et un élément que moi je pourrais apporter en tant que sur cette éminente table ronde, le représentant de la filière bio, je partage pas tout à fait ton constat. Sur les initiatives d'AMAP, d'alternatives à l'alimentation, je pourrais te rejoindre, même si c'est autant de graines semées qui ne demandent qu'une chose, c'est à émerger. Voilà. J'espère que ça ne sera pas après un cataclysme, qu'elles se transformeront en belles plantes, toutes ces initiatives. En revanche, sur la bio, je crois qu'on a jamais connu un tel écolo, bio, tout ce que tu veux, bashing. Et pourtant, on a un marché qui a eu une petite décrue pendant 2023-2024, et on a eu mais vraiment tout ce qui pouvait se passer. On a un gouvernement qui est archi contre la bio, ce qui se passe en souterrain contre cette alternative agronomique est juste incroyable. Ça laisse pantois, surtout au vu de ce que ça apporte comme alternative à une agriculture qui aujourd'hui montre toutes ses limites, notamment en termes de santé, en termes de terre, etc. En revanche, on est encore là, il y a de nouveaux consommateurs qui arrivent, qui s'intéressent à la chose, et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces étendards et sur ces alternatives pour montrer, un, que ça marche, et deux, que c'est des alternatives crédibles, et nous, population, demander, exiger d'avoir une alimentation de qualité qui préserve notre environnement et qui préserve les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Bonjour, je me lève. Je m'appelle Romain, je travaille sur une caisse commune alimentaire en Ariège. Je vais parler un peu au fur et à mesure, c'est pas clair, vous me faites des signes pour que j'arrête, quoi. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les fermes municipales. Je pense que les caisses communes alimentaires, en termes de modèle économique, on arrivera forcément assez vite à des plafonds de verre, et que du coup, ça ne doit pas être la seule solution proposée pour remodeler notre alimentation, et que ça doit être mis en lien avec des fermes urbaines, des jardins partagés, des épiceries sociales, etc. Et que la sécurité sociale de l'alimentation, par contre, ça peut être une bannière commune derrière laquelle on rassemble tous les gens qui sont pour l'autonomie alimentaire des territoires. Et on parlait de l'extrême droite tout à l'heure, le fascisme risque d'arriver en France. Avoir des espaces où on parle d'autonomie politique matérielle à partir de la subsistance, l'alimentation peut être le premier front à partir duquel ouvrir ce combat-là et rassembler sur une critique frontale du capitalisme. Et une fois qu'on a rassemblé suffisamment de gens qui pensent que reprendre le pouvoir sur l'alimentation par les caisses et par d'autres biais, c'est intéressant, et bien on peut aller voir ceux qui font pareil sur la santé, le logement, la construction, les transports.
Et là, en termes d'autonomie territoriale, il peut y avoir des réseaux qui se mettent en place qui sont suffisamment intéressants pour faire face à ce qui risque de nous arriver. Pour rebondir en attendant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci Romain pour cette intervention. Je pense qu'il y a peut-être aussi une piste à explorer plus en profondeur avec les expérimentations de caisses, qui est un peu quelque chose de puissant, je pense, c'est qu'elles mettent en réseau plusieurs alternatives. Toutes les alternatives quasiment qu'on connaît et donc les magasins spécialisés de la bio, les épiceries sociales, les groupements d'achat, demain les cantines populaires, etc. Et en termes de coopération, de liens, voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses à explorer dans ce sens-là, quoi. D'être moins isolé dans nos alternatives. Je pense qu'en faisant ce colloque des JNE, on avait aussi cette ambition-là de faire mieux connaître et puis de discuter entre nous. Je pense que par exemple là, la journaliste, elle est avec le micro, elle ne peut pas intervenir, mais c'est bien d'avoir... Comment vous voyez les limites aujourd'hui dans vos expériences? Oui, je suis désolé, je m'étais promis de ne plus reprendre la parole parce que je la prends assez, mais là, je pense que tu viens de dépasser les bornes. Je suis un peu surpris de voir la manière dont la bio, tout d'un coup, est devenue le centre de vos intérêts et que tu viens de dire que la bio est... Alors, pour contredire Tanguy, alors je comprends pas. Alors, on va reprendre les choses au propre. Je vais partir, alors je vais vous dire d'où je parle, je suis de ceux qui ont, dans les années 70, établi le cahier des charges qui allait devenir celui de la bio à partir des débuts des années 80. J'étais à l'époque, certifié par Nature et Progrès. Donc, la bio, ce que vous appelez la bio, je connais, j'ai pratiqué, ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé ma ferme, ça a permis sur les 50 ou 70 hectares que je transformais de ne plus utiliser de pesticides. Donc voilà, ça c'est tout à fait louable. En soi, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, la bio, pas l'agriculture biologique respectant un cahier des charges écrit dans les années 70-80, la bio. Même Gérard vient de dire qu'il était paysan bio. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? C'est l'essentialisation. On est dans un phénomène identitaire. Comment voulez-vous parler à tout le monde? T'es pas plus paysan bio que moi, qu'un autre, que ton voisin. Tu es paysan respectant un cahier des charges de la bio. Le cahier des charges de la bio n'a pas été construit pour la transformation sociale. Le cahier des charges de la bio a été construit pour être sur un marché, une proposition de distinction. Et il a très bien fonctionné. En vouloir en faire aujourd'hui un outil de transformation sociale, c'est chercher à enfoncer un clou qu'un peigne. Aujourd'hui, même, je vais aller plus loin, je vais provoquer, je vais te dire une chose, la bio, telle que vous en parlez, est devenue un obstacle à la sortie des pesticides. Parce que quand on s'adresse au gouvernement pour lui demander de prendre, au gouvernement de gauche, socialiste, je ne sais pas, vous ferez la part des choses, vous démerderez avec ça, quand on s'adresse à Le Foll pour lui dire, voilà, tu es ministre 5 ans, eh bien, commençons à prendre des mesures strictes sur l'interdiction des pesticides. Bâtissons un calendrier. Qu'est-ce que tu crois qu'il nous répond? Mais c'est plus la mode, les interdictions. Ça n'est plus nécessaire. Vous faites de la bio. Pour l'instant, vous nourrissez 10% de la population. On va vous aider à nourrir 20% de la population. Donc c'est à peu près ce que tu décris, ce que tu espères, et ce que j'espère moi-même, que la bio prenne ses... Voilà, encore, tu vois, la bio prenne ses 20% de population nourrie. Mais on fait quoi du reste? Alors, attends, je finis. Attends. Un point de désaccord, je ne tout à fait, pas mais ce que on tu dis, prendra les mais désaccords. Mais nous, on est en train de te dire, là, et Tanguy ou Sébastien le disait, on veut sortir 120 milliards du marché, des 200 ou 220 milliards du marché alimentaire. On est capable d'en fournir combien? Alors, partons du principe que l'ensemble de la population consultée veut ne pas manger de pesticides. Je ne parle pas de la transformation, du trop de sel, du trop de gras, des produits, de tout ce que vous voulez, mais simplement des pesticides. Nous ne voulons plus manger de pesticides. Et soyez assurés que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans cette salle ici. Tout le monde, partout, dans tous les quartiers populaires, dans toutes les usines, partout. Alors ces 240 milliards de produits, eh bien, qui va les produire? Toi et moi?
personne. Aujourd'hui, ceux qui produisent la bio, ce sont les légumes bio sont produits, 30 à 40% des légumes bio sont produits dans la zone légumière du Léon, dans le nord du Finistère, et ce sont des paysans industriels qui font de la bio, et de cela, je n'en veux pas. Et je crois qu'aucun de nos intérêts ici, la solution, la proposition démocratique consisterait à dire, il y a, disons, en gros, je vais inventer un chiffre, mais disons, il y a 80% de l'alimentation qui est imprégnée de pesticides et 20% qui ne l'est pas. Tous ensemble, partageons les 80% de l'alimentation qui est imprégnée de pesticides, et tous ensemble, nous aurons la même volonté d'en sortir. Aujourd'hui, il y a 10 à 20% de la population qui se prévaut, dont je suis, de manger le moins possible de pesticides. Ça ne marchera. Continuer à parler de la bio comme tu le fais, ça n'arrivera. Enfin, tu produis l'effet inverse. Voilà. Tu es en train de tenir un discours identitaire qui est en train de fractionner. Moi, je le vois dans le milieu paysan et je commence à le voir dans le milieu des consommateurs. Voilà, on en parle depuis ce matin. Il y a des consommateurs cultivés. Comme disait l'autre tout à l'heure, pas l'autre d'ailleurs parce que c'est une camarade, les gens bien mangent bien. Je ne partage absolument pas ce constat. Effectivement, l'agriculture biologique, pour moi, et c'est ma conviction, est un mode de production qu'il nous faut partager et admettre comme une norme de demain dans un monde qui est limité, où les pesticides, etc., tous les engrais d'origine chimique, pétrochimique, seront une denrée rare et peut-être une exception. Et je pense que se préparer à cet avenir-là est une bonne idée quand même. Et demander et rêver d'une alimentation exempte de ces fameux pesticides me semble être un souhait louable et, à mon sens, possible. En tout cas, les discours qui amèneraient à penser qu'il ne faut pas changer le système de production alimentaire parce qu'on ne pourrait pas tous se nourrir, etc. A priori, il y a beaucoup de choses qui sourcent que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, il me semble, Jean-Claude, il me semble qu'on l'a dit, mais je ne l'ai pas dit assez fort. À un moment donné, on l'a dit que, effectivement, enfin moi je l'ai dit toujours, que pour moi la bio c'était juste un moyen de m'en sortir dans un marché qui est façonné par le capitalisme agroalimentaire et que c'était une marque quoi, qui me permettait de garantir sur une filière longue que mon produit n'est exempt de pesticides. Et il me semble aussi qu'à un moment on a dit que il est évident que si demain matin la SSA est généralisée, on ne pourra pas tout mettre en bio, ça c'est clair. Pour produire bio, il faut produire sans pesticides. Pour dire sans pesticides, parce qu'on était tous d'accord aussi pour dire que l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus de label bio. Ça, il me semble qu'on l'a dit. Il faudra beaucoup plus de paysans. Hein. Au moins, enfin, je peux faire pour dire le chiffre, mais voilà, ça se mesurerait en millions, on va dire. Voilà, clairement. Donc, oui, voilà. À un moment, moi, j'avais proposé que on ne demande pas une subvention à la bio, mais on demande que les labels soient payés par les non-bio, pas par les bio. Parce que ça coûte cher, hein, la labellisation. C'est pas juste. C'est pas juste que ce soit justement ceux qui font un effort qui ont à payer. Moi, je pensais qu'on pouvait faire l'inverse. Oui, mais comment on fait pour que l'agriculture, elle évolue globalement? Voilà. Je ne sais pas si j'avais une baguette magique et j'avais le choix entre demain matin, il y a 2 fois plus de paysans bio, ou demain matin, il y a les conventionnels utilisent 2 fois moins de pesticides. Ben, je prendrais la deuxième solution, c'est clair. Non, mais voilà. Parce qu'en vrai, c'est comme ça que c'est plus près comme ça que ça se pose, quoi. En vrai. Voilà, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir mettre 1,5 million de paysans demain dans les campagnes. Voilà, il faut déjà les former. Il y a un savoir-faire qui est en train de partir. C'est ça qui est dramatique aussi dans la disparition de l'agriculture paysanne, c'est qu'il y a un savoir-faire qui est en train de partir. Il ne faut pas croire qu'avec un BPRA, on s'installe et puis ça y est, après, on sait mener un troupeau de vaches, on sait connaître une ferme, etc., etc. Non, c'est un métier qui s'apprend et qui est très long à apprendre. Ben, on a les mêmes problèmes de désertification médicale.
Il y a une désertification paysanne et une désertification médicale, et il faut remédier aux deux. Et il ne faut pas opposer les choses, ou ça, c'est et ça, et en même temps diminuer les pesticides, et en même temps augmenter la paysannerie française et en bio. Et d'ailleurs, c'est super que tu fasses le lien avec la médecine, parce que moi j'ai remarqué un truc, c'est que dans la médecine, comme dans l'agriculture, moins il y a de bras, moins il y a de personnes, plus il y a de chimiques. Et on n'est pas en meilleure santé pour autant. Un peu mauvaise d'ailleurs. On dévie un petit peu du sujet, mais... Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Je m'appelle Sarah, je travaille sur la caisse d'alimentation à Toulouse. J'ai une question un peu intéressée, mais qui va peut-être permettre de revenir aussi sur le sujet. Nous, on arrive justement à ce moment où on atteint un peu le rythme de croisière de l'expérimentation et où on se questionne sur sa pérennité et comment passer d'une expérimentation à un dispositif avec un modèle économique qui soit moins dépendant des subventions. Même si ça a été dit avant, on ne cherche pas à être complètement indépendant des subventions publiques parce qu'on cherche aussi à s'inscrire dans des politiques publiques, à impliquer les collectivités et l'État dans ces dispositifs. Et dans nos pistes de réflexion, on a la participation des entreprises et donc la cotisation des entreprises pour leurs salariés. C'est intéressant parce que ça permet justement de changer d'échelle et en plus ça se rapproche de la proposition politique de sécurité sociale de l'alimentation qui repose sur une cotisation du travail. Et du coup, on voit bien, donc là on a lancé ça avec 2 entreprises à Toulouse, donc qui peuvent cotiser pour leurs salariés et leur permettre d'avoir un budget alimentaire et d'être adhérents à la Caisse Alim de Toulouse. Et ce sont des entreprises qui partagent les valeurs de la Caisse Alim. Et donc, j'ai une question pour Monsieur Faure, il me semble, et notamment sur les biocop qui sont quand même très répandus sur le territoire, qui ont beaucoup de salariés et qui pourraient peut-être venir aider à ce changement d'échelle ou à cette massification des dispositifs. Est-ce que vous pensez que ce serait envisageable de mettre en place une cotisation de biocop pour ces salariés pour qu'ils puissent adhérer aux caisses d'alimentation qui sont sur les territoires ? Et excuse-moi, précise-moi sur le dispositif tel que tu l'imagines. J'ai pas compris le rapport entre quels salariés, des salariés de Biocop? Oui, en fait, c'est aujourd'hui les adhérents de la Caisse Alim et des caisses d'alimentation en général, ce sont des particuliers qui contribuent volontairement selon un guide de cotisation différencié en fonction de leur situation économique. Et on réfléchit à augmenter le nombre d'adhérents des caisses pour augmenter aussi le flux monétaire qui est fléché vers ce système alimentaire alternatif et donc son impact sur le territoire et sur la transformation des systèmes alimentaires. Dans cette réflexion-là, on se dit que d'avoir des entreprises qui cotiseraient pour leurs salariés, donc qui cotiseraient à la caisse d'alimentation pour permettre à leurs salariés de bénéficier d'un budget alimentaire dans la monnaie alimentaire qui soit dépensée dans le réseau professionnel conventionné, c'est un bon moyen de massifier. Je t'ai suivi. Donc, grosso modo, que Biocop participe et abonde sur des fonds pour alimenter les caisses alimentaires. On peut le voir comme ça, ou alors on peut réfléchir à, de manière même très légale, Biocop qui discute avec l'URSSAF pour mettre en place un cadre légal d'expérimentation qui lui permette de créer une cotisation pour ses salariés. Il y aurait peut-être une part patronale, une part salariale, comme la proposition politique de sécurité sociale de l'alimentation. Et cette cotisation, elle donnerait le droit à un nouveau droit, qui n'est pas celui à la santé ou à la retraite, mais qui serait le droit à une alimentation de qualité et qui bénéficierait pour les salariés d'un budget alimentaire comme les autres adhérents des caisses d'alimentation. Alors aujourd'hui, le vecteur qu'on a, nous, Biocop, alors je reprécise parce que c'est assez intéressant. Donc Biocop, il y a un petit fantasme derrière, une entreprise nationale, etc. Alors non, Biocop, c'est une coopérative. Cette coopérative, dedans, il y a des magasins qui sont majoritaires, qui ont une partie du pouvoir, et puis tu as des paysans, paysannes associés, tu as des salariés et tu as des consommateurs. Les deux premiers pieds, à savoir magasins et paysans, paysannes associés, sont les deux plus solides, les deux plus grosses parties prenantes qui ont le plus de voix dans le projet. Voilà. Une fois cela dit, aujourd'hui, nous, notre véhicule Biocop, notre pot commun, notre façon d'accompagner, par exemple, une démarche comme la SSA, c'est de passer, par son outil de mécénat, le fonds de dotation,
Et 2, c'est d'accompagner les magasins sur les territoires. On a à peu près 50, on accompagne 50 caisses, 50 sécurités sociales de l'alimentation sur le territoire, accompagnées avec financement et puis participation sur l'établissement de la caisse, regard du distributeur qui apporte son regard professionnel, mécanique sur comment est-ce qu'on peut mettre en place concrètement une caisse. Donc ça, c'est déjà le premier volet. Après, aller plus loin, bon, j'entends, ok, je note, je proposerai ça à notre réseau et à nos coopérateurs, pourquoi pas. Mais en revanche, je me pose la question de pourquoi nous demander à Biocop, pourquoi pas demander, alors je veux pas paraître trop hégémonique ou trop identitaire, mais néanmoins, ça c'est à l'ensemble de la société qu'il faut le demander. Mais commençons par là, pourquoi pas, tu as raison, on peut envisager des mécanismes comme ceci de cotisation, et j'entends. Alors, c'était pas pour cibler Biocop. Hein. Ok. J'étais dans les cordes, tu vois, donc je me relève. J'ai cru que c'était une deuxième claque. C'est parce qu'à Toulouse, on se rend compte que les entreprises et les associations, enfin les employeurs qui sont intéressés par cotiser pour leurs salariés, sont des entreprises qui s'inscrivent dans les valeurs de la caisse d'alimentation, donc à savoir l'accès à une alimentation de qualité, la rémunération des travailleurs, la transformation du système alimentaire, et qui sont des valeurs qui sont partagées par Biocop, il me semble, qui est un gros réseau, voilà, qui est un réseau important avec beaucoup de magasins et beaucoup de salariés, et qui pourrait du coup avoir du poids dans la massification des dispositifs. D'où ma question. Oui, Biocop, grosso modo, si on compte les services plus les personnes qui travaillent dans les magasins, c'est à peu près 6000 salariés, effectivement. Donc on pourrait envisager une... Alors je connais pas les mécanismes juridiques qui pourraient nous amener à ça, mais ok, à part de dire que l'idée est intéressante, je ne saurais pas te dire autrement. Et pardon, au risque de prendre juste un peu... parce que je pensais aussi qu'il y a une charte Biocop auxquelles sont tenus que les Biocop sont censés respecter, notamment sur la qualité des produits, l'approvisionnement, pas de produits ultra transformés, etc. Et donc je me demandais voilà, si ces choses-là, elles pouvaient être réfléchies, peut-être, au niveau national de Biocop, sur comment permettre aux salariés de Biocop de bénéficier d'un accès à une alimentation de qualité, sachant que c'est des travailleurs qui, j'imagine, ont pour les caissiers, les gens qui travaillent dans les magasins, qui n'ont pas non plus des revenus énormes et qui auraient peut-être besoin aussi de ça. Alors, je partage ce que tu dis. Alors aujourd'hui, pour l'accessibilité, on a démocratisé une remise à l'ensemble de nos salariés. Alors Biocop, encore une fois, c'est très hétérogène. Hein. Moi, je suis salarié de mon magasin, pour être tout à fait précis. Je suis co-gérant d'une SCOP, quoi. En fait, on s'est engagé sur des remises à l'ensemble des personnes qui travaillent chez Biocop pour justement permettre cette accessibilité, même si, clairement, aujourd'hui, un peu comme certains paysans bio ne peuvent pas consommer leurs propres produits, enfin ne peuvent pas consommer toute leur alimentation en bio, ce qui est un vrai paradoxe. Effectivement, c'est pas suffisant, mais j'entends. Ouais. On peut peut-être prendre une toute petite dernière question parce qu'on est censé clôturer d'ici 5 minutes et ensuite il y aura la possibilité d'aller boire un coup, il me semble, pour continuer à échanger voilà, les unes les autres. Oui, moi, je vais en complément de l'intervention de la copine de Toulouse, donc moi je suis de Joigny, hein. Mais donc, et puis j'ai été administrateur de Biocop local. Il y a des réalités tout à fait différentes entre les magasins Biocop suivant les lieux. D'abord, il y a des SA, il y a des coopératives, il y a etc. Donc déjà, et je crois que dans le cadre d'une expérimentation, il faut garder aussi le fait que suivant la réalité locale, il y ait des réponses locales. Cependant, le principe que des entreprises effectivement avec leurs salariés cotisent, ça me paraît intéressant. Mais on est aussi, et y compris par rapport à la sécurité sociale, santé, régime général, on est aussi dans quelque chose où ça a été bâti sur des cotisations de salariés, sur du travail. Or, il y a de moins en moins, la valeur ajoutée est de moins en moins sur le travail, elle est de plus en plus sur les machines. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi sur ça, sur cet aspect-là, il me semble. Voilà, j'avais envie d'attirer l'attention là-dessus. Je crois que demain, on aura une conférence de Monsieur Bernard Friot. Il va nous parler de tout ça pour la Sécu. Donc, on aura peut-être un éclairage.
Et ben merci beaucoup du coup à tous d'avoir été présents. Merci. Et puis vous pouvez continuer la conversation par ici du coup. Et merci à toi pour l'animation.